D'après plusieurs sources à l'intérieur de la Russie, la colère contre Poutine ne cesse de grandir. Ils disent en gros qu'il nous retient en laisse, qu'il nous laisse avancer centimètre par centimètre, sans vraiment aller de l'avant. Et ils se demandent, mais quel est le plan, au juste? Donc, Poutine subit des pressions de tous les côtés. Une autre source m'a même dit que, jusque dans les plus hauts niveaux du Politburo, il est poussé à en faire davantage. Est-ce que cette pression vous inquiète? Oui, clairement. Bien sûr. Et cette pression, elle pèse sur Poutine depuis un bon moment déjà, on en a parlé plusieurs fois. Mais je veux souligner 2 points que je trouve vraiment importants, Danny. D'abord, Trump fait tout pour affaiblir la relation transatlantique. Et en s'éloignant de l'OTAN, il crée une situation où les Européens se retrouvent, dans une certaine mesure, livrés à eux-mêmes. Donc d'une manière très significative, Trump joue ici le jeu des Russes, parce que la sécurité américaine n'est plus aussi étroitement liée à la sécurité européenne qu'elle l'était sous ses prédécesseurs. Je veux juste qu'on garde ça en tête. À mesure que la relation transatlantique s'effiloche, cela rend ce genre d'action russe d'autant plus probable. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'il faut se rappeler que pendant la guerre en Ukraine, l'Occident a soutenu une invasion ukrainienne de la mer Russie, l'offensive de Kursk à la fin de l'été 2024. Autrement dit, les Ukrainiens, avec le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni, ont envahi la mer Russie. C'était impensable pendant la guerre froide. Impensable. De plus, comme vous le savez très bien, les Ukrainiens, avec l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni, ont frappé l'un des 3 piliers de la triade nucléaire stratégique russe. Ils ont visé la force de bombardier, qui constitue l'un des 3 éléments de cette triade. Là encore, c'était impensable pendant la guerre froide. Et Karaganov dit, et je pense qu'il a tout à fait raison sur ce point, que les gens en Occident ont oublié que nous vivons dans un monde nucléaire et que la Russie est une puissance dotée de l'arme nucléaire. On ne peut pas simplement faire n'importe quoi à la Russie et s'en tirer sans conséquence. Le point de Karaganov, c'est que Poutine et d'autres n'ont pas réussi à faire passer ce message à l'Occident de manière forte et claire. Et du coup, l'Occident est là, il parle surtout des Européens aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit. L'Occident pense qu'il peut bousculer les Russes sans en payer le prix. Et sur ce plan-là, je pense que Karaganov a raison. Je suis d'ailleurs assez surpris de voir à quel point les élites occidentales ne comprennent pas à quel jeu dangereux elles sont en train de jouer vis-à-vis des Russes. Ils pensent que les lignes rouges russes ne veulent rien dire. Et Karaganov dit que c'est vrai et qu'il faut corriger cette situation. Son argument principal, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, utiliser quelques armes nucléaires. Et ça, selon lui, ferait réfléchir tout le monde. Les autres comprendraient alors qu'on vit dans un monde nucléaire et qu'on doit se comporter différemment dans un monde nucléaire que dans un monde sans nucléaire. C'est, je crois, ce qui se passe ici. Et tout cela montre que si des gens comme le général Hodges ont raison, si nous sommes maintenant en position de vaincre les Russes, si le rapport de force s'inverse, il faut bien comprendre que ça augmente considérablement le risque que les Russes se tournent vers l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que d'autres personnes à qui j'ai parlé m'ont aussi dit. Beaucoup en Russie croient vraiment qu'en décembre dernier, il y a eu une attaque contre Poutine à sa résidence. Ce serait une tentative d'assassinat menée par les Ukrainiens, alors qu'il attendait soi-disant un appel du président Trump. Beaucoup en Occident ont mis cette histoire en doute. Mais au fond, la seule chose qui compte, c'est ce que les Russes, eux, croient. Ce qui s'est réellement passé importe presque moins. Et apparemment, c'est l'un des éléments, parmi ceux que vous venez de mentionner, qui les pousse fortement dans cette direction.
Je sais que vous manquez de temps, alors une dernière question pour vous. Une des choses qui m'inquiète, c'est de savoir si la Russie pourrait envisager de faire ce qui autrefois paraissait impensable. Même à un niveau conventionnel, frapper une cible sur le territoire de l'OTAN militairement, ce qui déclencherait forcément l'article 5. Et je me demande si dans leurs calculs, il n'y a pas quelque chose du genre. Je sais faire des maths aussi, diraient les Russes. Ils voient tous ces missiles longue portée, tous ces obus d'artillerie, toutes sortes d'équipements, des véhicules blindés, des milliers et des milliers d'entre eux que vous avez envoyés se faire détruire en Ukraine. Et ce faisant, vous avez épuisé vos propres stocks, notamment de missiles PAC-3 et d'autres systèmes de défense aérienne. Vous avez réduit vos chiffres dans les rapports. Les États-Unis ont aussi réduit les leurs. Et maintenant, comme vous l'avez mentionné au début de l'émission, on a encore diminué notre présence en Europe. Est-ce que la Russie pourrait se dire que notre capacité de défense est bien moindre qu'avant? Pendant ce temps, eux, depuis des années, avec leur capacité industrielle, ils ont accumulé des stocks de tout ce genre de choses. Et peut-être que ça pourrait prendre first in pas par Hotai. Eh bien, je ne pense pas que Karaganov, ni les Russes en général, envisagent de gagner la guerre en utilisant des forces conventionnelles pour frapper l'Europe de l'Ouest ou en recourant à l'arme nucléaire. Je ne crois pas que ce soit ça, l'idée. Ce dont parle Karaganov, c'est de montrer à l'Occident qu'ils sont prêts à monter les marches de l'escalade. Et que ce faisant, ils placent les deux camps dans une situation, surtout s'il est question d'armes nucléaires, où tout pourrait devenir incontrôlable et où nous pourrions tous être anéantis. Mais le message qu'ils veulent envoyer à vous, l'Occident, c'est que la dernière chance d'éviter la catastrophe dépend de vous. Autrement dit, vous feriez mieux d'arrêter de penser que vous pouvez fournir aux Ukrainiens ou à l'Ukraine des armes qui leur permettraient de nous vaincre sur le champ de bataille. Donc c'est plus une démonstration d'intention qu'une stratégie pour gagner la guerre. C'est pas à ça qu'ils pensent ici. D'ailleurs, c'est un peu la même logique que celle qu'on avait pendant la guerre froide, quand on réfléchissait à l'usage de l'arme nucléaire. Si le pacte de Varsovie attaquait en Allemagne de l'Ouest et commençait à la submerger, on ne pensait pas utiliser l'arme nucléaire pour remporter la guerre. Ce qu'on envisageait, c'était de s'en servir pour montrer au pacte de Varsovie, ou dans ce cas à l'Union soviétique, qu'on était absolument déterminés et qu'ils avaient tout intérêt à arrêter immédiatement avant qu'on monte d'un cran dans l'escalade. C'est donc cet effet de démonstration dont on parle. Et je pense que c'est exactement ce dont parle Karaganov. Karaganov dit quand même que si l'usage démonstratif de l'arme nucléaire ne fonctionne pas, alors on monte d'un cran dans l'escalade. Et je pense qu'il croit qu'à un certain moment, l'Occident fera marche arrière parce que personne ne veut finir carbonisé. C'est ça, la logique de base ici. Une fois que quelqu'un utilise l'arme nucléaire, Karaganov dirait que, dès que ces armes sont employées, tout le monde comprendra à quel point la situation est dangereuse et tout le monde reculera. D'accord, ça suffit, on ne veut pas être carbonisé. Donc selon lui, les Russes n'auraient qu'à utiliser quelques armes nucléaires pour nous amener à ce point-là. C'est ça la logique. Et franchement, j'espère de tout cœur que ça n'arrivera jamais. Je veux être très clair là-dessus, mais j'essaie simplement d'expliquer le plus clairement possible ce qui se passe ici. J'ai vu d'autres rapports indiquant que selon certaines sources en Russie, avant d'en arriver à utiliser des armes nucléaires tactiques, ils frapperaient d'abord avec des missiles conventionnels plusieurs cibles militaires situées dans différents pays de l'OTAN. Ce serait une sorte d'étape préalable pour montrer qu'ils sont prêts à monter d'un cran dans l'escalade.
Et l'étape suivante, ce serait les armes nucléaires. Alors ma question pour vous, c'est la suivante. Compte tenu de ce que vous savez aujourd'hui, et surtout de l'arrogance qu'on perçoit du côté occidental, si des missiles conventionnels tombaient sur le territoire de l'OTAN, ce qui déclencherait immédiatement l'article 5, pensez-vous qu'ils comprendraient le message? Ou bien, est-ce qu'on risquerait d'ignorer cet avertissement, de monter nous-mêmes dans l'escalade et de riposter contre la Russie au risque de provoquer une guerre nucléaire? Eh bien, le fait est que si les Russes lançaient une attaque conventionnelle de démonstration, disons, à la fois contre la Pologne et la Roumanie, il ne ferait aucun doute que l'étape suivante sur cette échelle serait l'emploi d'armes nucléaires. Il y a déjà suffisamment de débats publics à ce sujet, et les Russes le feraient clairement savoir. S'ils étaient intelligents, les Russes diraient que c'est la première étape, ce n'est pas nucléaire, mais il faut bien comprendre que si ça ne fonctionne pas, ils passeront à l'étape nucléaire. Donc on comprendrait le message. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais? On se prend une attaque conventionnelle, et on sait tous à quel point la garantie de l'article 5 est essentielle. Mais en même temps, Daniel, on comprend bien que si on riposte contre la Russie avec des armes conventionnelles, si on décide de jouer au donnant-donnant avec eux, ça veut dire très probablement qu'ils en viendront à utiliser des armes nucléaires, non? Et quand ils utilisent des armes nucléaires, qu'est-ce qu'on fait, nous, après ça? Imaginons qu'ils en utilisent 6. Est-ce qu'on prendrait alors 6 armes nucléaires pour les renvoyer sur la Russie? C'est une voie qu'on ne veut surtout pas emprunter. Et tu sais, je pense que chaque fois que des armes nucléaires sont utilisées, la pression pour que tout le monde se calme, prenne du recul et mette fin à tout ça avant que ça devienne incontrôlable, cette pression-là est tout simplement énorme. Et bien sûr, les Russes comprennent très bien ça. C'est la logique qui sous-tend la position de Karaganov, non? L'idée, c'est que s'ils utilisent l'arme nucléaire en premier, on n'aura aucune raison d'en utiliser une en retour. On dira plutôt, il faut que ça s'arrête là. Et encore une fois, il faut se rappeler que les Américains essayent de se détacher de l'Europe autant que possible. Donc, les États-Unis n'auront aucune envie de s'engager dans une guerre nucléaire avec la Russie, ni même dans une guerre conventionnelle liée à l'Ukraine. Autrement dit, les Russes ont une main assez forte dans cette situation. Et c'est justement ce qui rend tout ça inquiétant, non? Oui, moi aussi, ça me fait peur. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est la logique qu'il y a derrière tout ça. Si on met de côté la morale, si on oublie ce qui devrait ou ne devrait pas se passer, le simple fait qu'ils aient ces cartes en main et que s'ils ont la volonté de s'en servir, ils puissent, pardonner le jeu de mots, jouer à la roulette russe et dire « moi je suis prêt à y aller ». Et toi tu prends le tour suivant. Je m'inquiète. Et dis-moi si tu penses que je me trompe. J'ai peur qu'il y ait trop de têtes brûlées en Occident qui réagiraient en disant « comment ose-t-il » Pas question de reculer maintenant. On ne va pas laisser ces Ruskov s'en tirer comme ça. On va riposter si on en a envie. Et quand ils disent « on », en réalité, ça veut dire la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis, parce que ce sont les seuls qui ont ce genre de cartes à jouer. Mais, est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre lancerait des missiles conventionnels, quels que soient les objectifs, au risque de devenir à son tour la cible des représailles? Je veux dire, qui peut vraiment en être sûr? À mon avis, il y aura très peu de gens en Occident qui voudront monter d'un cran dans l'escalade. Très peu qui diront « Allons, sortons quelques armes nucléaires et frappons la mère Russie en retour ». Je pense que la menace d'une escalade nucléaire, qui pourrait se terminer par notre anéantissement à tous, est suffisamment forte pour pousser presque toutes les personnes sérieuses
à réfléchir à comment désamorcer la situation plutôt que l'aggraver. Le problème, Daniel, si tu joues la carte de l'Occident, c'est qu'il n'y a aucun moyen de gagner en escaladant. Ce n'est pas comme si tu pouvais utiliser les armes nucléaires occidentales pour gravir les échelons de l'escalade et remporter une victoire dans une guerre nucléaire. C'est très important à comprendre. Oui, oui. Et pour aller un peu plus loin, les Russes, comme je te l'ai dit, et il ne faut pas perdre ça de vue, les Russes n'utilisent pas ces armes nucléaires pour gagner la guerre. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Ils les utilisent à des fins démonstratives. Pour reprendre la formule célèbre de Thomas Schelling, l'idée c'est de pousser les deux camps sur une pente glissante. Voilà, c'est exactement ce qui se passe ici. Quand on fait un usage limité d'armes nucléaires, on met en réalité les deux camps sur cette pente glissante. Et on dit en quelque sorte qu'on ne sait pas très bien à quoi ressemble la dynamique d'escalade. C'est important de le souligner. Heureusement, nous n'avons encore jamais connu de guerre impliquant des armes nucléaires entre deux États qui en possèdent tous les deux. On ne sait pas grand-chose des dynamiques d'escalade dans cette situation et tout ça pourrait très mal se terminer. La dernière vraie chance d'éviter une catastrophe repose donc sur vous, les Européens, ou sur vous, les Américains. Autrement dit, il vaut mieux ne pas grimper les échelons de l'escalade. Et ensuite, on en viendrait à décider qu'il faut trouver une sorte d'accord avec les Russes sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Si ça arrive, alors la Russie gagne. Elle gagne dans le sens où elle parvient à contraindre. Ce n'est pas une victoire militaire sur le champ de bataille, ni un premier coup nucléaire spectaculaire. Mais ce qu'elle fait, avec ses frappes démonstratives, c'est forcer les Européens, les Ukrainiens et les États-Unis à arrêter les attaques contre la Russie et à négocier une forme d'accord. Encore une fois, le point soulevé par Karaganov, c'est que si on regarde la façon dont l'Occident a géré l'escalade contre la Russie depuis le début de cette guerre, en février 2022, c'est assez frappant de voir à quel point nos lignes rouges leur importent peu. Ils pensent pouvoir nous faire des choses qu'aucun des deux camps n'aurait jamais imaginé faire à l'autre pendant la guerre froide. Et comme je vous l'ai déjà dit, sans vouloir insister lourdement, en tant que quelqu'un qui a grandi pendant la guerre froide et qui, à l'époque, suivait de très près ces questions, je suis comme Karaganov, vraiment stupéfait de voir à quel point beaucoup de gens en Occident prennent à la légère l'idée de frapper des cibles à l'intérieur de la mer Russie, d'une part, et d'autre part, de les entendre parler ouvertement de rayer la Russie du rang des grandes puissances. Vous savez, depuis le tout début, toutes sortes de gens en parlent. Je pense que c'était l'objectif principal de l'administration Biden quand la guerre a commencé. Le général Austin, qui était alors secrétaire à la Défense, l'a d'ailleurs dit très clairement. On voulait faire sortir la Russie du rang des grandes puissances, et on voulait le faire à la fois par les sanctions et avec l'aide des Ukrainiens sur le champ de bataille. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut vraiment réfléchir à ça. On parle d'un pays doté de l'arme nucléaire qui tient à sa survie, et vous voulez le faire sortir du cercle des grandes puissances? Vous ne pensez pas que ça pourrait finir en guerre nucléaire? Je ne sais pas, franchement. Mais les gens étaient très désinvoltes. Et encore une fois, c'est exactement le point que soulève Karaganov. Et il semble toujours être là. Vous avez le temps pour une dernière question ou vous devez y aller? Je sais qu'on a déjà dépassé le temps prévu. Moi, j'ai encore le temps pour une dernière question. D'accord. On a beaucoup parlé de théorie jusqu'ici, mais voyons si ça se produisait vraiment, s'il lançait ce nombre limité. Disons, espérons que ce soit seulement 3 ou même un seul quelque part. Très bien.
Que se passerait-il alors sur le territoire où ce tir aurait lieu? On peut supposer qu'il s'agirait d'une arme nucléaire tactique, avec une puissance explosive limitée. Mais concrètement, que se passerait-il sur le terrain à cet endroit-là? Et dans le pays concerné, quel serait l'état d'esprit? Comment se relèverait-il d'un tel événement? Eh bien, c'est difficile de dire exactement ce que feraient les Russes s'ils étaient poussés à utiliser des armes nucléaires. C'est un peu comme pendant la guerre froide. On ne savait pas vraiment ce que nous ferions si le pacte de Varsovie envahissait l'Allemagne de l'Ouest et qu'on décidait, nous aussi, d'employer l'arme nucléaire. Combien en utiliser et sur quelle cible? À mon avis, l'idée, ce serait d'essayer de limiter les pertes humaines autant que possible. On n'utiliserait pas une très grosse bombe nucléaire, ni un grand nombre d'armes. Peut-être quelques-unes, avec des puissances pas trop élevées, et on viserait des zones où il y a peu de population. Et dans une situation comme celle-là, on miserait sur le fait que le simple emploi d'armes nucléaires suffirait à terrifier absolument tout le monde. Et c'est bien normal. Oui, je pense que ce serait le cas. Encore une fois, c'est l'argument de Karaganov. Et aussi effrayant que cela puisse paraître, il y a derrière ça une logique très forte, qu'il faut reconnaître comme vous le faites d'ailleurs. Mais le simple fait que des armes nucléaires aient été utilisées et que les Russes aient montré qu'ils étaient prêts à s'en servir parce qu'ils estiment que leur survie est menacée, eh bien, c'est tout ce qu'il faut. C'est ça, la logique de ce que je raconte. Il n'est pas nécessaire, vous savez, de frapper une grande ville ou une métropole avec un grand nombre d'armes nucléaires. Il suffit simplement de les utiliser. Rien que ça, c'est assez pour rétablir la dissuasion, si l'on peut dire. Pensez-vous que le commentaire de Karaganov dans l'émission de Glenn Deason était simplement son opinion personnelle ou qu'il l'a fait avec l'accord ou du moins la connaissance du Kremlin? Je ne pense pas que ce soit avec l'accord du Kremlin. Karaganov, c'est un stratège de haut niveau. Il est là depuis longtemps. Il est de ma génération. Je l'ai connu pendant la guerre froide. Et il a beaucoup d'influence. Il dit franchement ce qu'il pense. C'est le genre de personne qui, j'en suis sûr, dit à Poutine quand il n'est pas d'accord avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qui ménage ses mots. Et j'imagine que Poutine apprécie justement son honnêteté. Mais je serais très surpris qu'il ait demandé une autorisation. Et la principale raison pour laquelle je dis ça, Danny, c'est qu'il défend cette idée depuis longtemps. Comme il l'a dit à Glenn Deason, il faisait partie de la minorité dès le départ. La plupart des gens pensaient qu'il avait tort. C'était simplement une mauvaise idée. J'imagine que la plupart des Russes ont été choqués par cette idée au début. Mais avec le temps, de plus en plus de gens adhèrent à son raisonnement. Et on peut dire que, du point de vue de Poutine ou de celui de l'élite russe, c'est plutôt une bonne chose que Karaganov participe à des émissions comme celle de Glenn et qu'il dise clairement et haut ce qu'il pense. Parce que cela envoie un signal à l'Occident. Les Russes envisagent sérieusement de suivre cette voie. Et d'ailleurs, un élément très important dans cette histoire, que je n'ai pas vraiment souligné mais que vous avez à juste titre mis en avant, c'est que Poutine subit depuis longtemps une forte pression pour adopter une attitude beaucoup plus dure envers l'Occident. Beaucoup de gens en Russie pensent qu'il a mené cette guerre comme un chaton, qu'il n'a pas été assez ferme avec l'Ouest. On peut facilement imaginer que ce message lui est bien parvenu. Aujourd'hui, il est soumis à une pression énorme à la fois extérieure et intérieure dans sa propre tête qui lui dit qu'il doit se montrer plus dur. Et si c'est vrai, et je pense que c'est probablement le cas, le message de Karaganov serait pour lui un message très fort.
Il ne nous reste plus qu'à espérer et prier pour que quelque chose change à ce sujet, surtout du côté occidental. Parce que Dieu nous vienne en aide si nous restons imprudents et que nous ne faisons rien pour modifier la situation, ou si nous pensons qu'en forçant davantage, on obtiendra un meilleur résultat. Tout porte à croire que ça risque de se retourner contre nous d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui et merci aussi de nous avoir accordé un peu plus de temps. Je sais qu'on a dépassé un peu, mais je t'en suis vraiment très reconnaissant, Doug. Allez sur mearsheimer.substack.com pour suivre John entre ces passages ici, parce qu'il a toujours des choses passionnantes à dire, comme aujourd'hui. C'était un peu choquant, mais c'est la vérité, et c'est le genre de sujet qu'on doit comprendre avant que ça ne tourne à la crise. Merci d'être venu, John, et merci à vous aussi. On se retrouve dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez cet épisode avec quelqu'un qui compte pour vous. Like, and send this to somebody you care about.